Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de pouvoir être avec vous aujourd'hui, même si on a vraiment envie de se retrouver un jour tous ensemble en présentiel. Mais bon, en attendant, je voudrais d'abord commencer par une salve de remerciements, car ce riche colloque que j'ai la chance de conclure le mérite amplement. D'abord, merci au président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, pour son accueil, ainsi qu'à la députée de Charente, Sandra Marceau, sans qui ce colloque ne pourrait avoir lieu. Ensuite, un remerciement sincère pour les nombreux élus, les éminents chercheurs et professeurs qui se sont déplacés pendant ces 2 jours pour animer la réflexion. Je crois à l'intelligence collective et à la fertilisation croisée des idées. Et ce colloque en est un bel exemple. Et enfin, je voulais dire un grand merci chaleureux à toute l'équipe du PUCA, autour d'Hélène Pesquine et de Jean-Baptiste Marie, qui ont organisé cette rencontre dans ce contexte sanitaire compliqué. Depuis longtemps, dans notre pays, on avait oublié une certaine réalité. Oui, je crois, des générations d'urbanistes, d'architectes, d'aménageurs urbains et de décideurs ont vécu avec la croyance en une ville extensible à l'infini. Je crois que ce temps-là est aujourd'hui révolu. Notre présence à tous, aujourd'hui, en est la preuve. Aujourd'hui, nous avons donc cet héritage des villes du siècle passé, et nous devons l'accepter pour le transformer. Ce sont ces métropoles qui s'étendent sur des kilomètres, engloutissant la nature, les espaces agricoles, ravageant non seulement la biodiversité, mais aussi le lien social, en enfermant nos concitoyens dans des zones périphériques loin de tout et loin de chacun. Ce sont des quartiers où on se sent abandonné, coupé du monde, où les services publics, les transports peuvent paraître loin. Ce sont des villes construites sans penser qu'elle devrait faire face au changement climatique, aux canicules, aux pluies, aux inondations plus fréquentes et plus intenses. Nous ne sommes pas au bout de cette crise, mais la première leçon que j'en retire, c'est que la résilience est la clé de la survie. Et je crois que nous avons tous senti l'extrême vulnérabilité de nos villes durant les confinements. La nature souvent absente, la dépendance extrême au flux d'approvisionnement. Alors que nous traversons une époque de conjonction des crises sanitaires, économiques, sociales, écologiques, la ville doit prendre conscience des défis qui sont les siens et s'adapter. Car notre société ne sera résiliente que si nos villes le sont aussi. Et dans ces transitions, les métropoles, parmi les intercommunalités françaises, jouent un rôle particulier. Leur pouvoir d'entraînement implique d'être à la pointe et d'être exemplaire. Moi, je refuse tout attentisme, tout immobilisme, et tout fatalisme. Je fais confiance aux métropoles, à leurs immenses ressources pour conduire et réussir ces transitions. Elles le montrent chaque jour, quand Montpellier interroge la pertinence de son modèle au regard de la montée des eaux, quand Grenoble développe des circuits courts pendant les confinements, quand Rouen déploie les mobilités douces, quand Bordeaux ou Nantes mettent en place des plans alimentaires territoriaux avec les territoires qui les entourent, quand Toulouse se diversifie. Tout cela, ce sont autant d'exemples d'adaptation, de transition pour préserver l'environnement, le lien social et l'activité économique. Oui, la métropole est résiliente. C'est une métropole écologique à tout point de vue. D'abord, en grandissant sans s'étendre. Vous le savez, tous les 15 ans, c'est l'équivalent d'un département français en espace naturel et agricole qui disparaît, avalé par l'artificialisation. Et oui, je suis convaincue que tourner le dos à ce modèle urbain du siècle dernier, c'est une condition essentielle de la métropole résiliente. Pour protéger notre biodiversité, revitalisons les centres-villes, redonnons une place à la nature en ville qui a tout à offrir aux zones urbaines, repensons les coopérations avec les parcs naturels régionaux ou nationaux ou encore avec les gestionnaires d'espaces naturels sensibles. Développement urbain et écologie ne sont pas antinomiques. Et cette exigence, nos concitoyens la partagent. Les 150 citoyens de la Convention citoyenne climat nous l'ont dit, nous devons mieux protéger les espaces naturels et maîtriser l'étalement urbain. En résumé, faire preuve de sobriété. Et la loi climat et résilience répond à cet appel. Elle renforce les dispositions de la loi d'orientation des mobilités et accélère les alternatives à la voiture individuelle, tout en favorisant la transition vers un parc de véhicules moins carboné. Elle favorise le recours au train plutôt qu'à l'avion, en interdisant les vols intérieurs lorsque des alternatives ferroviaires existent en moins de 2h30. Et oui, la loi soutient aussi le développement de l'agroécologie.
Elle nous aidera à lutter contre les effets de la consommation de masse, de produits douteux ou dangereux, et les déchets et pollutions qu'ils génèrent, dont le traitement dans les grandes villes est très coûteux. Mais cette transition des territoires dont je vous parle, c'est d'abord un combat, celui contre l'artificialisation. Et avec le projet de loi Climat et Résilience, nous allons impulser dans les textes d'urbanisme locaux une division par 2 du rythme d'artificialisation. Et nous interdisons la construction de zones commerciales en périphérie des villes sur des terrains non artificialisés. Notre objectif ? Placer notre pays sur la trajectoire permettant d'atteindre l'objectif zéro artificialisation nette au milieu du siècle. Alors vous l'aurez compris, cette fameuse loi Climat et Résilience sera un précieux outil à destination des territoires et notamment des villes. Cette transition peut-elle être heureuse ? Pouvons-nous développer un nouveau modèle de prospérité ? Oui, évidemment. C'est évident pour moi. Et je suis presque malheureuse d'être obligée de le répéter à chaque fois. Et c'est bien pour ça que l'État est au rendez-vous pour accompagner l'ensemble des territoires. Et avec le plan de relance, nous avons mobilisé les montants inédits nécessaires pour le faire. Cet engagement de l'État sont 300 millions d'euros qui sont mobilisés par le Fonds de réhabilitation des friches pour reconquérir les espaces perdus. Ce sont aussi 350 millions d'euros pour la sobriété foncière. La métropole de demain sera plus dense et c'est pourquoi nous encourageons les maires à bâtir plus de logements sur un nombre limité d'hectares. Ces dispositifs dont je vous parle, ce ne sont pas d'énièmes stratégies de papier. Ce sont des moyens disponibles maintenant pour conduire cette bataille. Et je le dis aux acteurs de terrain qui m'écoutent, saisissez ces moyens. Vous êtes déjà nombreux à mener des combats pour la transition et l'État peut s'appuyer sur vous. Quand les sociétés publiques de tiers-financement, comme celle de Brest et de Bordeaux, ouvrent la voie de la massification des rénovations de logements privés, elles dessinent déjà une forme de sobriété heureuse. Quand cette ville du programme Action Cœur de Ville s'engage dans la démarche des territoires pilotes de la sobriété foncière et tendent vers zéro artificialisation nette dans leur projet de développement, elles dessinent déjà une forme de sobriété heureuse. Quand Charleville-Mézières développe les mobilités électriques, les véhicules en autopartage, les bornes de recharge accessibles à tous, c'est bien l'exigence d'une transition partagée au service du tissu social. Mettre la ville au niveau des défis de notre siècle, voilà le sens de notre combat. Le second défi à relever pour ça, c'est celui de la transformation de l'habitat. J'évoquais tout à l'heure l'héritage des villes du siècle passé. Et je crois que le chantier de la rénovation du bâti en est la meilleure preuve. Emmanuel Vargon vous en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus dans le détail. Mais c'est là aussi une des conditions pour que demain, la métropole soit habitable. En contribuant à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, en prenant sa juste part de la lutte contre le changement climatique et en restant vivable et abordable, malgré le froid, malgré les canicules. La métropole de demain, résiliente, c'est aussi une ville qui se réconcilie avec les territoires qui l'entourent. Et je ne vais pas faire ici un cours d'urbanisme, il y a meilleur que moi, ici en ligne pour cela, mais trop longtemps, métropolisation a rimé avec prédation. Alors oui, ce qu'il nous faut, c'est penser les territoires dans leur entièreté, dans leur complexité et dans leur richesse. Le rôle de la puissance publique, mon rôle, et celui de Jacqueline Gouraud, d'Emmanuel Vargon, qui était ici il y a peu, c'est d'accompagner et d'accélérer la transition des territoires. Je pense bien sûr à cet outil, au contrat de relance et de transition écologique, les CRTE. Ils partent d'une idée très simple. L'écologie ne se décrète pas dans un bureau parisien, pas plus qu'elle ne se fait sans les territoires ou par la contrainte. Et aujourd'hui, pour faire naître des métropoles résilientes que nous attendons toutes et tous, le temps est venu de changer notre appréhension de l'écologie territoriale. En nous appuyant sur l'existant, nous voulons associer tout le monde, élus, acteurs économiques, associatifs, citoyens, autour d'objectifs communs et avec des moyens permettant de les réaliser. Bref, nous allons construire des projets de territoire écologique. Les CRTE faciliteront l'engagement de l'État aussi à l'échelle territoriale. Et je le dis devant un public averti, pour y arriver, nous devons avoir une approche ascendante. Ce sont les territoires qui doivent proposer leurs projets. Et l'État doit être là pour accompagner, pour aider, pour soutenir, pour faciliter. Alors bien sûr, les contrats, même s'ils sont très bien faits, ne pourront pas tout. Ils ne feront pas tout. Et ce n'est pas leur ambition.
Mais je sais qu'ils peuvent aussi libérer les bonnes volontés, dynamiser les ambitions, mobiliser les collectifs, associer les énergies et produire des résultats, et il y a tant à faire. Mesdames et messieurs, chaque crise appelle à se réinventer. Les métropoles de demain ne ressembleront pas à celles d'aujourd'hui. Dans le cadre du 4e programme d'investissement d'avenir, nous allons accompagner l'émergence de solutions innovantes pour la ville et la construction des bâtiments afin de relever le défi de la sobriété, de la résilience et de l'inclusion. L'enjeu, c'est d'accompagner des démonstrateurs territoriaux innovants et réplicables, concrétisant ainsi l'ambition du gouvernement en faveur de la ville durable. Je crois à ces démonstrateurs parce que je pense qu'il y a un besoin d'un effet d'entraînement, qu'il y a besoin de montrer ce qu'est la ville de demain, ce qu'elle peut être et comment elle peut être agréable, même si elle est plus dense. Et contrairement à ce que certains prédisent, je ne crois pas à l'exode urbain massif. Les métropoles sont là, elles le resteront, mais avec un nouveau visage. Et demain, nos métropoles ne ressembleront plus à ce que nous en connaissons aujourd'hui. Elles produiront de l'énergie, même de l'alimentation. Les pistes cyclables, les parcs, les jardins, ils seront légion. Les investissements seront planifiés à long terme pour rénover. Imaginez les réseaux de chaleur, les mobilités. Bref, la métropole de demain, celle où on sera heureux de vivre, aura l'écologie au cœur. Elle l'aura au cœur parce que les décideurs locaux, les législateurs, les responsables politiques, les acteurs territoriaux, les experts auront travaillé ensemble pour y arriver. Votre colloque est une pierre de plus à cet édifice. Je crois pouvoir dire dès maintenant qu'il a été une grande réussite. Alors je vous remercie beaucoup, tous et toutes, pour l'énorme travail que vous avez fait et pour la contribution que vous avez apportée à l'écologie d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie.